Bon, alors c'est vraiment un projet de recherche Slow Research. Ça fait 7 ans, ça traîne pour plusieurs raisons. Mais ça tombe bien parce que comme je viens de l'extérieur, j'ai un peu un sentiment d'imposteur et je préfère prendre mon temps pour vraiment comprendre ce phénomène et toutes les complexités. Et vraiment, c'est un phénomène qui est difficile à comprendre. Et comme j'ai dit, c'est une étude urbaine, donc on essaie de comprendre l'émergence de, on appelle ça la droite populiste, mais il y a plusieurs droites. Pourquoi ça émerge dans les villes et c'est quoi le rapport avec la restructuration urbaine qu'on a eue à Toronto et à Québec en particulier il y a 20 ans. Je dirais aussi que c'est une tentative d'utiliser grounded theory, c'est-à-dire j'ai bien sûr mon bagage intellectuel, moi aussi j'ai lu la littérature, mais je préfère euh, comprendre le phénomène en dialogue avec les vrais experts du phénomène, c'est-à-dire les gens qui ont affaire, qui confrontent ça dans leur travail. Donc, j'ai eu vraiment le plaisir, et sans ironie, vraiment le plaisir de travailler sur cet enjeu-là avec une 25 personnes, la grande majorité dans le mouvement syndical, qui ont partagé énormément de temps et qui ont été très franches avec moi, franchement. Alors, le papier que je vais rédiger, ça sera une tentative de penser pourquoi, comment ça émerge ici, là, et ensuite de tirer des conclusions qui seraient pertinentes, j'espère, pour les débats. Alors, bien sûr, on associe la montée de cette droite à l'austérité, l'échec de la social-démocratie. J'ai mentionné les restructurations urbaines, la crise financière. Mais pour les fins de cette présentation, je me concentre sur, j'aimerais ressortir quelques retombées empiriques et j'aimerais partager les informations qu'on a partagées avec moi, qui confirment pour moi que la montée de la droite, ce n'est pas un problème à l'externe du mouvement syndical, c'est vraiment ça survit à l'intérieur. Ça se manifeste à Québec en particulier, et ça pourrait avoir, on a vu dans vos recherches qu'au Québec, dans l'ensemble, il y a un rejet d'une action syndicale politisée, de l'action sociopolitique en particulier. Et en dessous, on trouve une dissociation psychologique, si on veut, entre la conscience d'être un travailleur et la conscience d'être résident, citoyen, contribuable, etc. Et c'est plate à dire, mais juste une méconnaissance du fonctionnement du syndicalisme qui anime ce populisme de droite. Et finalement, ça a un effet, plusieurs effets sur l'action syndicale, mais j'insiste sur le fait qu'il y a un effacement de l'acteur syndical dans la vie politique de la ville. Donc, personne ne m'a dit que ce n'est pas un problème à l'interne. Tout le monde insiste que ça surgit dans les rangs, et pas juste dans les rangs, mais ça semble monter dans l'organisation syndicale jusqu'au niveau exécutif. Et là, on parle de plusieurs droites libertariennes, mais ça va jusqu'à l'extrême droite. Bien sûr, on parle beaucoup de radio. Alors, si vous n'êtes pas au Québec, je vous explique brièvement. On appelle ça à Montréal radio poubelle. À Québec, on parle de radio d'opinion. Mais c'est une expression très de droite qui est très populaire. Et selon tous les intervenants, c'est la radio qu'écoute une grande partie. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à quantifier le phénomène. Personne n'est capable de vraiment le quantifier, mais parfois on me dit que c'est la moitié
ou encore plus, qui écoutent un radio qui est raciste, misogyne, antisyndical, antisyndicaliste, etc., etc. Bien sûr, et ensuite, c'est pas juste, ça pousse parfois les syndicats à agir. Alors, voici, on a une expérience et ça vient de la direction et pas d'un syndicat, mais la direction de l'agence de transport en commun m'a dit que je ne peux rien faire parce que c'est le syndicat qui défend les droits de ses membres. Écoutez ce qu'ils veulent au travail. Euh, je ne veux pas insister trop là-dessus. On voit aussi que c'est variable. Alors, on est peut-être aujourd'hui dans une période de répit par rapport à la popularité de ces ondes-là. Alors, il y en a qui disent peut-être c'est un peu exagéré, peut-être maintenant c'est moins problématique, mais ça revient par la suite. J'aimerais aussi dire que on me demande, je ne peux pas, les syndicalistes me disent, je ne peux pas expliquer le phénomène, ça me dépasse. Est-ce que tu, universitaire, peux m'expliquer? Et franchement, ça me dépasse aussi. Ça prendrait peut-être un psychologue pour comprendre comment tu peux adhérer à quelqu'un qui te dénigre à chaque jour dans la place publique. Euh, je passe au deuxième constat. C'est un, c'est vraiment un genre d'antisyndicalisme parce que pour moi, le syndicalisme, c'est un objet, c'est un mouvement politique. Tout ce qu'on fait, c'est, comme dit ce militant syndical, politisé. Mais il y a vraiment un rejet. Il y a un rejet du syndicat non seulement à dire pour qui il faut voter, mais un rejet même de concevoir le syndicalisme comme un acteur qui devrait aborder les questions politiques et se positionner là-dessus. Donc, une volonté de revenir à une espèce de syndicalisme vraiment affairiste. Et je dirais, peu importe FTQ, CSN, peu importe privé, public, je n'ai pas vu de différence par rapport au secteur ou affiliation. Si je pousse les intervenants, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on a ce rejet à Québec de l'action sociopolitique? On revient dans le temps, on revient aux années 80, on revient aux années 90, à une expérience très lourde où le lien parti-syndicat a échoué, a donné un tournant néolibéral négocié. Et je pense que c'est important de le dire. Ils me le disent. C'est vraiment quelque chose qui vient de cette expérience et les gens se souviennent. J'ai parlé de mécompréhension et que les membres, un bon nombre de membres rejettent l'action sociopolitique, ils rejettent le deuxième front, mais souvent, on a l'impression qu'ils ne savent pas c'est quoi. Et pas seulement les membres, mais même les conseillers et les dirigeants ne savent pas c'est quoi. Je fais lire mes étudiants le deuxième front dans mes cours. Je ne sais pas si ça a un effet. Je trouve que c'est toujours pertinent. Bien sûr, il y a un travail à le mettre à jour, mais on me dit qu'un bon nombre de conseillers ne savent pas c'est quoi. De cette rejet de l'action sociopolitique, on retrouve semble-t-il, un rejet, je ne sais pas comment le qualifier, un rejet ou une incapacité de faire le lien entre son identité, intérêt, statut de travailleur, encore moins travailleur syndiqué, et ton statut, intérêt en tant que résident de la ville ou citoyen. C'est-à-dire, on a une difficulté à convaincre les membres que le positionnement du syndicat sur
X, Y question est pertinent et lié étroitement à leur intérêt matériel. Et ce n'est pas une critique des conseillers en sociopolitique. Je pense qu'il y a vraiment un, manque de volonté de faire ces liens. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. On le voit dans l'absence de vote de classe, et là, il y a eu des études que les sophrologues ont fait sur la ville de Québec. Il n'y a pas de vote de classe à Québec, tandis qu'il y a quand même au Québec. La Baume, qui était un maire qui a incarné, qui a vraiment maîtrisé le discours populiste de droite dans le temps, été mis au pouvoir, élu par un grand nombre de syndicalistes. Alors, c'est parlant de cette dissociation-là. Je reviens à la méconnaissance du syndicalisme. Si on prend juste un enjeu qui était assez important, ça date un peu, mais on a restructuré de façon assez violente les retraites du secteur public. Et c'est pas facile à expliquer comment ça marche un fonds de retraite, notamment parce qu'ils sont financiarisés et en plus parce que de moins en moins de travailleurs ont un fonds de retraite, donc on joue là-dessus facilement. On pourrait parler de comment ça marche l'ancienneté. Les syndicalistes me disent que nos membres ne comprennent pas comment les postes sont accordés. Ils imaginent que c'est un complot entre le syndicat et l'employeur. Je termine sur les effets. Je pense qu'il y a eu une décision consciente de la part de plusieurs syndicalistes de reculer, vu leur perspective pessimiste, mais sans doute bien fondée, qu'ils ne gagneraient jamais sur la place publique. Donc, il faut recentrer sur la négo et les stratégies de négo assez étroites. Et on le voit aussi sur des questions assez polarisantes par rapport à l'islamophobie en particulier. Ça prend du courage à l'aborder, même si ça a clairement eu un effet euh, 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 sur un milieu de travail en particulier. On pourrait aussi parler de politique de transport, qui est aussi assez touchy à Québec. Les syndicats ne sont pas capables de se positionner là-dessus. Et ce n'est pas juste le tramway, c'est aussi le troisième lien. Et si vous ne savez pas c'est quoi le troisième lien, c'est un projet, c'est de jeter 5 milliards de dollars dans le fleuve Saint-Laurent. Et ça, c'est ma perspective montréalais là-dessus, bien sûr, mais ils ne sont pas capables de se prononcer parce que les membres sont divisés et en plus, les membres pensent à leur intérêt en tant que chauffeurs plutôt que travailleurs dans un certain nombre dans ce cas-là, au moins. Alors, cause, j'ai parlé de manque de courage. Tu risques de perdre ta poste lors des prochaines élections si tu prends position sur ces enjeux. J'aimerais terminer avec des contre-exemples parce que quand même, il y en a. Alors, c'est intéressant de noter que lors des maraudages, il y a 10 ans, le CSN a quand même fait bonne figure à Québec, c'est ce qu'on me dit au CSN, et qu'on n'a pas eu peur de parler de nos valeurs et de parler de l'importance du deuxième front lors de ces maraudages. Et si on adopte une approche plus organizing, de proximité, ça pourrait passer. Il faut aussi reconnaître que durant la grève qu'on a eue dernièrement au Québec, 600 000 travailleurs sur la ligne de pitage quand même,
les radios ont eu aucune influence. Alors, ça souligne le limite relation relation unifiée et fâchée, que finalement, l'impact ou le pouvoir de ces radios diminue, au moins. Et je vais terminer là-dessus. C'est quand même impressionnant de voir que même face à ce rejet, même face à toutes ces difficultés, les dirigeants et les militants continuent à oser et que parfois, ça marche. Alors, je rejoins vos commentaires qu'il faut quand même miser sur l'action politique, que c'est pas possible de reculer et que, bon, on subit les conséquences, mais que parfois, parfois ça marche. Merci.